Alors bonjour et bienvenue, vous écoutez le petit podcast, on va dire, comme on n'a pas encore de nom, on va appeler ça discussion critique, c'est un peu triste mais c'est comme ça que ça s'appelle jusqu'à ce que vous ayez une idée lumineuse. Vous les étudiants de Rennes 2 qui vous participez à un atelier sur l'écriture critique et donc au cinéma Arvor, en ma compagnie Antonin, intervenant Rennes 2 et responsable animation du cinéma Arvor. Alors j'ai en ma compagnie Pierre-Emmanuel, Manuel, Capucine et Charlie, et on va parler de 4 films. Et non, et toi j'ai pas trouvé, mais non. C'est parce qu'en fait, Edouard, je l'ai oublié parce qu'il n'avait pas voulu du tout introduire un film. Donc bref, on rentre un peu dans la cuisine. Désolé, Edouard. Et on va parler donc de 4 films: Joker 2, The Apprentice, The Outrun et L'Amour Ouf. Vous aurez remarqué que j'ai soigneusement pas dit les noms des réalisateurs, réalisatrices, pour pas avoir à écorcher celle de The Outrun, dont on se demandait comment ça pouvait bien se prononcer. Et on commence directement avec Joker 2. Moi personnellement j'ai été quand même très déçu. J'ai essayé durant toute la première partie du film, lui donner une chance, parce que les critiques sont quand même, que ce soit au niveau public ou au niveau critique, très mauvaises. Mais malheureusement le film ne démarre pas, il traîne. Et comme l'a dit Pierre-Emmanuel, il y a le duel entre le personnage du Joker et le personnage d'Arthur Fleck, qui sont pas vraiment, comment dire, qui font que le film ne démarre pas, parce que c'est un combat perpétuel entre du coup les deux personnages intérieurs du caractère de Joaquin Phoenix, et le film du coup ne démarre pas. On ne sait pas à quel moment, comme dans le 1 il va avoir une explosion, ou le 1 qui a été très crescendo. Là on a vraiment des hauts et des bas, avec très peu de hauts à vrai dire, et qui sont pas très intéressants. Le personnage d'Arthur Fleck est quand même assez pathétique à voir, et du coup on s'ennuie un peu à le regarder. Le personnage de Joker apparaît à quelques moments pour justement du musical, mais ça apporte pas grand chose au film. La seule scène qui m'a un peu marqué, où je me suis dit le film va démarrer, c'était quand, avec le personnage de Lady Gaga, Harley Quinn, qui est jamais appelée Harley Quinn je crois dans le film, où il s'échappe entre guillemets de Arkham, la prison, enfin l'hôpital psychiatrique / prison, où il s'échappe et il commence à chanter, à danser, et là je me suis dit que ça allait être un début d'intro à la chanson sous la pluie, La La Land ou quoi que ce soit, et c'est très vite stoppé, très vite, très rapidement. Je sais même pas s'il chante très longtemps, donc extrêmement déçu, et le film finalement, pour moi en tout cas, ne démarre pas du tout. Pour ma part, pour situer un peu, j'avais vraiment détesté le premier film, qui était vraiment pour moi une pâle copie de Taxi Driver et de La Valse des Pantins de Scorsese. Et ce qui me fatiguait dans le 1 pour commencer, c'était toute cette iconisation permanente d'un personnage qui était en fait dégueulasse, où justement on a eu toute une vague de personnes qui, même dans la vraie vie, du coup c'est un peu ce qui se passe dans le film, mais du coup c'est arrivé dans la vraie vie, de gens qui idolâtraient le Joker, parce que justement toute la mise en scène est faite pour qu'on le trouve cool et un peu dark et un peu edgy, alors que par exemple sur Taxi Driver, on le trouve pas cool, Travis Bickle, qu'on est vraiment mis mal à l'aise par rapport à ça. Et du coup en somme je pense que le 2 est moins pire que le 1, dans le sens où je pense qu'il a pris conscience de ça, du fait que en fait c'est un personnage dégueulasse, et que il est un peu pris en icône, idolâtré, et je pense que c'est un peu le rôle qu'incarne Lady Gaga, de cette meuf qui le trouve cool et stylé, alors qu'en fait c'est une psychologue. On apprend après qu'a priori non, elle vient pas de l'hôpital, elle vient de l'hôpital, mais en fait elle a pas tué ses parents, c'est une psychologue qui veut faire une étude, et en fait elle est pas folle comme elle aimerait, elle est pas aussi folle qu'elle aimerait l'être par rapport au Joker a priori. Mais et du coup de ça on a un peu une sorte de tiraillement pour le personnage du Joker, où sans cesse il est en mode est-ce que je suis Arthur Fleck, est-ce que je suis le Joker, en fait oui, en fait non. Il y a un peu cet entre-deux de en fait d'un côté si je suis le Joker je plais à tout le monde, et je suis un personnage dégueulasse, soit je suis Arthur Fleck mais je représente vraiment la misère, mais c'est pas entre guillemets sexy médiatiquement en fait quoi. Sauf que pour moi ça tombe un peu à plat, parce qu'on a quand même malgré tout une iconisation permanente, une stylisation, et aussi ce côté, je pense que ça passe aussi avec l'aspect musical aussi, je pense, du personnage en tant que Joker.
Donc ça fait que c'est bien de jouer sur ce tiraillement, mais si au final dans ton film on trouve ça cool, que ça soit le Joker, qu'on soit vraiment en mode Arthur Fleck c'est quand même chiant, hein, alors que c'est un mec malheureux qui a vécu les pires atrocités que la société peut lui infliger, bon c'est un peu dommage je trouve quoi, honnêtement. On a quelque chose qui apparaît un peu comme hors de l'histoire, juste une scène de musique qui apporte pas grand chose à l'histoire, et alors pour un film un peu comédie musicale ça serait un des points forts, où là je pense peut-être par rapport à ça que c'est une sensation de film qui se dégonfle. En fait il tire pas intérêt de justement ces scènes fortes qui ont des belles mises en scène mais qui apportent rien en fait au film à part une belle image, et si c'est juste une belle image on va pas aller très loin pour un film. Pour autant c'est des scènes qui moi j'ai trouvé assez intéressantes, mais un peu déconnectées du reste du récit, qui prenait pas les propos du film en compte dans la mise en scène ou dans la forme du film, un peu comme si c'était pas abouti, quelque chose comme ça. Au niveau des musiques, je suis plutôt d'accord, elles sont vraiment pas très intéressantes, et elles font un peu tâche, elles sont incrustées à l'intérieur du film pour décrire la psyché du personnage, alors qu'on comprend très bien avec la mise en scène de base du film ce que le personnage peut ressentir. J'ai pas trouvé, à part une ou deux du coup, comme celle que je parlais tout à l'heure, où je les ai pas trouvées très intéressantes, ça faisait vraiment studio. Après c'est l'intérêt par rapport au premier film, mais c'est vraiment studio, il y avait moyen de faire des extérieurs, je les ai trouvés très banals, et moi les plans que j'ai trouvé le plus intéressant, je sais qu'il y a un plan en surcadrage où la caméra passe à travers le trou de la serrure, non pas de la serrure je sais pas comment on appelle ça, mais là où on voit les prisonniers dans leurs cellules, la caméra passe et après la lumière s'éteint et on a l'ombre d'Arthur Fleck qui fume, ou du Joker, je sais plus. Ces plans comme ça, les plans en général, je les ai trouvés plutôt jolis, assez banals et qui reprennent quand même beaucoup le premier, mais je les ai trouvés assez jolis et intéressants, mais c'est vraiment le seul attrait qui tient le film, je trouve, du début à la fin, parce que les musiques sont très banales. C'est des reprises de musique déjà connues, et il n'y en a aucune qui m'a marqué ou que j'ai retenu, à part la reprise de Ne me quitte pas de Jacques Brel, si je me trompe pas, qui montre, qui est au niveau du climax du film, si je me trompe pas, et qui est pas si marquante que ça. C'est juste un zoom sur le personnage du Joker, plus d'Arthur Fleck du coup à ce niveau-là, qui pleure au téléphone. Ça m'a un peu fait penser à Taxi Driver, parce que du coup là on est concentré sur le personnage. Mais non, j'ai trouvé ça très peu intéressant. Par contre, pour revenir sur ce qu'avait dit Edouard, moi j'ai plutôt apprécié le premier film. Enfin, je l'ai trouvé pas incroyable, mais j'ai passé un bon moment. Et par contre je suis d'accord sur l'utilisation que le réalisateur a faite du deuxième film. C'est que vraiment il a dit à tous les spectateurs qui ont adoré le premier qu'on n'avait pas compris le premier, en gros, qu'il fallait pas du tout fétichiser le personnage du Joker. Dans ce cas-là, fallait pas faire un film comme ça, je suis désolé. Fallait mieux faire ton film et que insulter toute la communauté qui a bien aimé le film. Donc puis surtout que c'est assez dommage. Je trouve que cette ascension est quand même intéressante, et la faire redescendre d'un coup, je vois pas comment il avait pu faire un film intéressant en cassant tout le délire de son premier film. Ou peut-être il y avait un meilleur moyen de le faire. Une comédie musicale, pourquoi pas. Enfin, moi quand j'ai entendu que c'était une comédie musicale, je me suis dit que c'était original et que justement on allait pouvoir faire quelque chose et pas copier-coller le premier film. Et c'est un échec pour moi en tout cas. Non, après moi j'ai pas vu la fin de Joker 2, mais c'est vrai, moi je faisais partie des gens qui avaient détesté le premier, mais j'ai pas vu la fin, mais à mon grand regret, parce qu'en fait je trouve le film assez fascinant. Je sais pas que je le trouve très réussi, mais moi ce côté de faire le deuxième contre le premier, je trouve ça assez dingue et assez suicidaire et rigolo, suicidaire rigolo on va dire, quoi, suicidaire cool. Mais en fait, je suis hyper intéressé par cette question.
où vous reveniez un petit peu, genre ouais, c'est pas très intéressant, c'est pas très fun, ça manque de brillance, il y a un peu ce truc-là où ça manque un peu de l'iconicité, de rechercher du personnage, quoi. Et je me dis, c'est vraiment un truc du rapport. Le film, il traite de cette question du double, effectivement, de Arthur Fleck, le Joker, mais aussi de film sur un homme, un portrait d'un homme dans un contexte, même dans un angle plutôt réalisme social, on pourrait dire, et film de genre, film de super-héros, quoi. Et comment ces deux notions, on va dire, essayent d'exister dans le film. Ce qui veut dire qu'à la fin, de refuser vraiment, que Todd Phillips refuse vraiment à son spectateur de jouir de la création d'une sorte de figure, contrairement au 1 où tout allait là-dessus. Je me dis, c'est quand même assez intéressant, suicidaire, peut-être, comme tu l'as dit, et je suis assez d'accord quand même, genre c'est un peu du foutage de gueule aussi, mais je pense que le mec il est assez spécialiste là-dedans, mais je trouve ça. Par contre, il y a plein de choses que je trouve, je ne sais pas si c'est raté ou pas, mais par exemple quand tu disais, bah oui, on voit, on est entre Joker et Arthur Fleck. Moi, dans le Joker 2, pour l'heure et demie que j'ai vu, on voit que Arthur Fleck, quoi. Enfin, il faut attendre 1h30, je crois, pour que Joker arrive, parce qu'il revêt le maquillage pendant la scène du théâtre. Et à aucun moment, la mise en scène ne prend en charge ça. Et c'est vrai que moi j'ai du mal à comprendre, et tu l'as dit aussi, les scènes de comédie musicale. Je sais pas trop à quoi elles servent, parce que on a déjà vu ça 1000 fois, mais à un moment on est dans les rêves d'un personne, il se rêve en comédie musicale et tout est extraordinaire, les petits oiseaux chantent, on est dans un monde où tout est conforme à nos désirs, quoi, ou à nos fantasmes et tout. Et là, au contraire, non, c'est des scènes qui sont aussi tristes, peut-être que ce qu'il ressent lui. Et voilà, après bon, je parle trop, mais c'est vrai, j'ai toujours du mal à me dire, mais pendant 1 heure, il faut qu'on voit quelqu'un souffrir et pas du tout être acteur, quoi, pas du tout être et subir. Et c'était déjà dans le cas du premier, et on voit pendant le deuxième, c'est pareil, il subit. Les psys sont pas gentils avec lui, les avocats sont pas gentils avec lui, les gardiens sont pas gentils avec lui, il se prend des baffes, et on crée une sorte d'identification factice du spectateur quelque part, genre, qui rentre en commisération. Mais c'est un peu maigre quand même, quoi, en termes de trucs. Bon, je sais pas si vous avez des choses à réagir par rapport à ce que j'ai dit, mais on s'arrête là. Alors, moi ça va être encore pire parce que je n'ai pas vu le film, du coup je vois ça un petit peu d'un phénomène extérieur, et de ce qu'il en ressort de ça, c'est que effectivement le film a toujours l'impression d'être contre lui. Quand on voit la communication, ça reniait à fond le côté comédie musicale. Quand on posait la question dans des entretiens, on disait non, c'est pas une comédie musicale, c'est juste un film où les gens dans leur tête ont des musiques et se mettent à chanter. Et du coup je voulais poser la question de: est-ce que vous avez l'impression que le film apporte quelque chose par rapport au premier, parce que comme il essaye toujours de faire un pas dans un sens et en même temps un pas dans l'autre, est-ce que ce film a pour vous une raison d'exister ? Absolument pas. En fait, justement, je pense que c'est ça le souci, c'est qu'on sait pas où le film veut en venir, à part nous dire qu'on n'a pas compris le premier, mais sinon il veut rien dire. Je sais qu'il y a toute une partie au début où, en gros, il a une psychologue, et elle essaye de prouver au jury qu'il a une pathologie psychologique et que du coup il a 2 personnalités. Et c'est éjecté à une vitesse stratosphérique, et après c'est juste lui qui essaye de se défendre tout seul. C'est inintéressant. Toute la première partie était certes pas bien mise en scène, mais le côté essayer de savoir si c'est un double ou si c'est lui, c'était un parti pris, et qui pouvait être intéressant ou pas, mais c'était un parti pris. Et quand cette partie-là est partie, je comprenais pas ce que le film essayait de me montrer ou ce que le film essayait de me dire. Et oui, pour revenir sur ce que vous avez dit, les rêveries, en fait, c'est vraiment la moitié du film. La moitié du film, c'est des rêveries dans sa tête. Et certes, sur 1 ou 2 scènes, ça peut être intéressant de voir ce qui se passe dans sa tête, mais quand c'est tout le film, je sais même pas si Lady Gaga, si on enlève ces scènes-là, genre 10 minutes d'écran, non, ça fait quand même beaucoup. Les scènes les plus intéressantes. Moi, j'ai du mal à envisager le film, de le trouver son intérêt, de le voir autrement que sur un angle un peu presque méta. C'est-à-dire, voilà,
c'était déjà même le problème que j'avais dans le premier. Je me dis mais pourquoi ces mecs deviennent complètement fous, pourquoi le peuple entier se révolte d'un coup, et puis ils revêtent des visages de clowns, et en fait c'est juste qu'en fait ils ont vu le film auparavant, ou ils sont fans du Joker auparavant, ils connaissent le personnage quoi, ou je sais pas quoi. Ça me paraissait déjà assez fallacieux. C'est aussi pour ça que le film avait une sorte de grosse résonance culturelle à l'ère Trump et compagnie, où voilà, ça a été un peu pris comme une sorte de symptôme d'une gronde de Occupy Wall Street et compagnie, tout ce qui pouvait se passer en termes de mouvements sociaux, et puis voir des mouvements sociaux des fois plus radicaux de l'autre bord, de droite. Il pouvait y avoir ça. Mais là, dans le deuxième, je me dis, c'est vraiment comme si c'était un film comme Arthur Fleck, c'était un film de Ken Loach, mais auquel on disait, mais non, en fait, t'es un film de Marvel. Je dis, ouais, mais non, mais moi, je suis un film de Ken Loach, mais non, t'es un film de... Enfin, et qui revêtait le truc de Joker, parce que tout le peuple voulait que ça soit un film de super-héros, quoi. Faut que ça soit un film de super-héros, puis lui, bah non, il est plutôt dans un film social, ou je sais pas quoi, et j'ai du mal... je me dis c'est un peu abusé tout ça, mais je trouve le film tellement balourd en termes de pure vraisemblance et de justesse psychologique, je ne peux que envisager j'ai l'impression que c'est que comme ça qu'il tient la route quand on le voit de ce côté un peu méta quoi. Je suis vraiment d'accord du coup sur ce côté méta. J'ai vraiment le sentiment que ce film c'était un peu l'explication faite en bégayant du premier film quoi, un peu de dire ah non mais en fait oui bon ok c'est un peu un non mais en reste parce que non je voulais dire que en fait non mais en fait voilà je sais non mais en fait je voulais dire que, et c'est ça pendant 2 heures, et bon moi je trouve ça assez peu intéressant et assez fatigant quoi. On passe au prochain film. Et ben le prochain film, on reste aux États-Unis et on reste dans des personnages un peu doubles. The Apprentice de Ali Abbasi, et c'est Manu qui va nous en causer. Donc, transition toute faite entre deux personnes problématiques qui peuvent subir de l'adulation. Oh. Quand même, Trump, nous on a la vision française, mais Trump c'est quelque chose aux États-Unis, hein, c'est vraiment une icône importante. Et justement, c'est intéressant que ça soit une personne qui soit d'origine du Moyen-Orient quand même qui le fasse, parce que ça apporte un regard un petit peu décalé. Et je pense que c'est ça qui est très réussi dans le film. Donc du coup, le film retrace les premières années de la vie de Trump, en tout cas sa carrière en tant que grand personnage, plutôt dans le côté pas politique mais côté commercial, comment il a fait son succès. Et justement le côté politique est assez vite effacé, et justement quand je suis allé voir ce film, c'était plus un défi que j'en sais au film, parce que je suis vraiment pas fan du genre du biopic. Moi j'ai toute cette vision du biopic comme étant le film à Oscar, le film où l'acteur a fait une transformation incroyable pour ressembler le plus possible à un personnage. Alors, il y a ça, la transformation est vraiment très très réussite, mais là où je trouve que le film réussit beaucoup, c'est justement se détacher de la réalité et se présenter comme une fiction. C'est-à-dire que au début du film, il y a un carton qui dit que c'est une histoire romancée. Donc, dans la plupart des films, ça serait anecdotique, mais ici, je trouve que c'est vraiment une clé de compréhension indispensable pour voir tout l'intérêt et tout le point de vue qu'a le réalisateur. C'est-à-dire de ne pas présenter Trump comme une figure réelle, mais plus comme un symptôme général de la pensée américaine. Et pour ça, il prend plusieurs procédés qui nous rappellent constamment qu'on est dans une fiction. Donc que ça soit la structure du film, donc on le voit au début de sa carrière, on le voit essayer de conquérir un peu New York comme un outsider. Donc à ce moment-là, en fait, si on oublie 2 secondes que c'est Trump, le personnage on le prend en sympathie. En fait, on se dit ouais, on est avec lui. Son père lui met la pression. D'ailleurs, tellement la pression que dans la famille, le frère est pilote de ligne et c'est considéré comme un échec. Donc voilà le niveau de pression qu'il y a dans cette famille. Donc on se dit donc son père est très exigeant, lui il veut s'imposer. Et pour ça, il va essayer de faire un petit peu les trucs à sa manière. Donc quelque chose qu'on voit quand même dans beaucoup de films, quand même, qui sont des procédés, on va dire, d'identification, de vouloir faire ses preuves. Et dans une seconde partie du film, on va vraiment plus savoir lui qui aura réussi. Et le film va complètement prendre des procédés stylistiques différents pour différencier les 2 périodes. Et cette
cette évolution, elle est faite donc du coup à travers son personnage du mentor, donc qui était Roy Cohn dans la vraie vie. Et en fait, il va lui apprendre un peu tous les aspects du jeu de pouvoir, qui a toujours comment obtenir ce qu'on veut exactement, même quand on est personne, sur quel bouton appuyer pour avoir exactement ce qu'on veut. Donc ça peut vraiment être de la stratégie commerciale pure, comme étant vraiment des choses beaucoup plus répréhensibles, comme enregistrer des conversations. Et là-dessus, la mise en scène est très bien faite, parce qu'il y a le début qui est très très style années 70, Nouvelle Hollywood, avec une caméra très mobile, donc on ressent vraiment le côté très fougueux de Donald Trump qui essaye de faire sa place. Et dès qu'on arrive à avoir un peu plus le point de vue du mentor, on a tout de suite une mise en scène beaucoup plus travaillée, avec des angles de caméra précis, des effets de symétrie, pour montrer il maîtrise tout. C'est vraiment la personne à connaître. Et en fait, plus on va aller dans le film, plus ces effets de mise en scène vont être associés plutôt à Trump, et plus ce mentor-là va être caché. De plus en plus, on va arriver à un moment où Trump, il va être quasiment dans tous les plans, même en fond. C'est-à-dire que au début, c'est le mentor qui est tout le temps au centre de l'attention. Il y a même un moment, il y a une scène où on retrouve une réunion où il va y avoir le père, et le père de Trump va quasiment disparaître. Il sera caché par d'autres gens, et alors qu'à la fin, on va voir plutôt Trump qui va toujours être dans un petit angle, même en fond, même si c'est pas grave. On a toujours l'impression que la mise en scène fait en sorte qu'il soit là. Il y a un côté très égocentrique qui est montré du personnage. Et en fait, à ce niveau-là, le film réussit à présenter Trump plus comme une créature presque fantastique de personnages créés par les médias. C'est-à-dire que, comme je disais, il y a le côté très années 70 qui reprend, même au-delà de la forme esthétique, vraiment le côté analogique. On va avoir du grain, on va avoir un format d'image qui reprend l'époque. Et dès qu'on va passer dans les années 80, on va plutôt avoir un effet analogique RGB, donc qui va plus rappeler la télévision. Et moi, je le vois comme ça, je le vois à ce côté, d'un côté les années 70 fougueux, et les années 80, où dans l'histoire des médias, les années 80, c'est les networks, c'est le formatage de la télévision. Et pour moi, ça renvoie ça. C'est le côté Trump qui fait partie du formatage, qui fait partie complètement de la société américaine, et qui a complètement compris et intégré la logique les règles du jeu. Et ce qui va à la fin créer une scène, la fameuse scène de chirurgie esthétique, où là, il y a un côté créature de Frankenstein. C'est-à-dire que on lui met des agrafes, il y a la liposuction, et voilà, du coup on va arriver sur la fin du film, qui est la création de nous, ce qu'on connaît à peu près, l'image qu'on a de lui une fois qu'elle est formée. Et le dernier plan, alors moi sur le coup je l'avais trouvé un petit peu kitsch, parce qu'en fait vraiment le dernier plan du film, c'est un zoom sur l'œil de Trump, où en fait on voit le drapeau américain avec un avion et tout. Et je pense que le côté kitsch, il est volontaire, parce que il y a un côté un peu très grandiloquent, kitsch chez Trump en soi, et il y a ce côté absurde de je sais pas, pour moi on voit un avion, on parle des États-Unis, une personne en plus originaire du Moyen-Orient, je pense le 11 septembre vient tout de suite en tête. Et je pense qu'il y a cette idée de avec cette logique-là, on peut créer que des personnes comme Trump, on peut que avec l'impérialisme arriver à des événements comme le 11 septembre. Et ce film, même s'il ne parle pas des événements actuels, fait toujours des renvois à ça. Alors des fois c'est intelligent, comme avec l'exemple que je viens de montrer. Des fois c'est un petit peu plus un petit peu plus gamin. On va dire qu'il y a un moment, une référence en fait, qu'il commence à faire des UV, donc on lui dit tu commences à devenir orange et tout. Bon, on va dire c'est là où je trouve le film un peu plus faible, c'est quand il commence vraiment à s'attaquer directement à Trump de façon personnelle, parce que je trouve pas que ça soit nécessaire. Je veux dire, on a, je pense, tous déjà un avis là-dessus. Je pense pas que ça a un grand intérêt d'aller voir un film comme ça pour se forger une opinion sur le personnage. Si on va voir le film, c'est qu'on a déjà, je pense, une opinion sur lui. Et des fois, je trouve que c'est presque un petit peu
anachronique et un peu dommage. Par exemple, je prends le personnage du coup du mentor qui lui est à un moment, on apprend qu'il est atteint du sida. Et en fait, ce mentor apprend à Trump trois principes de base qui sont toujours attaquer, toujours nier les reproches qu'on peut nous faire et toujours dire qu'on est gagnant même si on est même si c'est inverse. Et en fait on voit du coup tous ces principes là du coup dans la vie de Trump, mais aussi lorsque le personnage du mentor est devant les médias et qu'on lui dit monsieur, est-ce que vous êtes atteint du sida, on voit en fait, alors qu'il est sur le point, il est vraiment au bout de sa vie, il est non, c'est pas vrai, il est vraiment, alors qu'il est sur l'agonie, il continue à appliquer ses principes à la lettre, alors qu'on voit très bien que ça ne mène nulle part. Et après là-dessus, c'est là que je trouve le côté un peu simple, un peu facile de Trump qui commence à le repousser parce qu'il a le sida, sauf que j'ai l'impression que le film oublie un petit peu qu'on est dans les années 80 et que dans les années 80 en fait c'est vraiment de la société entière qui avait peur de ça. Et du coup je comprends pas pourquoi le film s'attarde autant là-dessus, comme si c'était un problème de Trump alors que c'était un problème plutôt sociétal. Et jusque dans les années 2000 il y avait des gens qui avaient peur de ça et qui avaient toujours pas compris comment fonctionnait la maladie. Donc ça occupe quand même bien, je pense, en tout 20 minutes du film, cette histoire, donc ça aurait peut-être pu être économisé. Moi j'avais entendu parler un petit peu, déjà juste le sujet de Trump forcément c'est très très politique et c'est très actuel. J'imagine que le film a été fait peut-être il y a 1 an, 2 ans, le temps pour qu'il sorte maintenant, donc c'était peut-être un peu moins d'actualité, mais c'était quand même quelque chose de très très dans l'air du temps. Niveau de la mise en scène, de ce qu'on avait dit, il y avait un peu une ironie, le personnage de Trump est quand même montré un peu en ironie. Est-ce que tu dirais dans la mise en scène que ça reste neutre ou ça tend quand même vers plutôt un avis un peu caché dans la mise en scène, ou c'est carrément frontal de le présenter comme je sais pas moi, l'homme politique un peu cliché qu'on a en tête quand on pense à Trump? Alors si on parle vraiment purement de mise en scène, oui, parce que déjà dans l'histoire il y a quand même des attaques, il y a un moment il est présenté comme faisant quand même de sa couche jusqu'à même une agression sexuelle, donc moi je connais pas la vie de Trump, je me suis pas intéressé à ça. Moi, comme je disais, je le prends vraiment comme une fiction, donc peu importe ce qui s'est passé dans le film, je le prenais comme une fiction, je me suis pas posé la question de si ça s'était arrivé en vrai. Mais par contre, vraiment dans la mise en scène, il y a ce côté, le personnage qui prend toute la place, complètement égocentrique. À un moment, il y a son enfant, qui est son premier enfant, qui apparaît à l'écran, mais c'est vraiment très très rapide. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais une emphase faite sur la naissance de l'enfant, le voir grandir, c'est jamais un sujet, juste ils apparaissent en fond et ils ont aucune importance. Et dans cette même scène, il y a son frère qui vient lui demander de l'aide et il l'écoute à peine. Il lui dit oui, t'as qu'à aller à l'hôtel, parce que forcément il a la Trump Tower, c'est pas un problème de lui trouver une chambre. Et il fait toujours en sorte que ça tourne autour de lui, c'est-à-dire que les problèmes de son frère deviennent ses problèmes, deviennent des problèmes d'image. Et en termes de mise en scène, au moment où le frère part, on voit que la porte, en fait, il y a un petit miroir dessus. Et en fait, au moment où il part, on voit dans le miroir, on voit Trump dans le miroir qui est sur la porte. Donc, oui, il y a vraiment toujours cette notion de le placer au centre de tous les enjeux, ce côté grotesque, égocentrique du personnage. Okay. Moi, j'ai une question. Il me semble, j'ai l'impression qu'il y a un peu un côté... tu me corriges si je me trompe, mais un peu Rise and Fall dans le film, un peu, et c'est un peu déjanté et tout, et voilà, je sais pas si la comparaison est pertinente, tu sais, avec par exemple le Loup de Wall Street, où t'as un peu un personnage grandiloquent qui parle beaucoup, etc., et que malheureusement des fois, je sais que beaucoup de gens, à tort, clairement, prennent un peu en idole aussi le protagoniste. Est-ce que tu penses, il y a un peu ce côté-là, limite un peu cool de Trump dans le film, où vraiment, dans tous les cas, il est vraiment indéfendable, et vraiment, faut vraiment le faire pour être en mode ah ouais, c'est stylé quoi. Alors, non, il n'y a pas d'iconisation en soi. Et le côté Rise and Fall, il est vraiment présent en termes de structure et je pense que c'est complètement volontaire qu'on se dise, voilà, c'est l'histoire, comme je disais, de la personne qui va essayer de conquérir la ville de New York
qui arrive. Et justement, nous, on a toujours ce côté, on s'attend à la chute parce qu'on le voit vraiment aller dans les pires travers. Sauf que y a l'ironie de la réalité et qu'on sait très bien qu'en fait, il a fait que monter. Et au moment où on quitte, on sait qu'il peut que aller plus haut. Même le film, à un moment, il évoque ses difficultés financières parce que faut savoir que Trump a été doublement milliardaire. Il a été une première fois, puis il a été ruiné, puis il a recommencé. Et c'est à peine abordé dans le film. C'est-à-dire qu'il y a un moment où il dit juste qu'il y a des petits problèmes d'argent, mais c'est passé sous silence. Donc vraiment pour montrer le fait, cette espèce d'impunité qu'a Trump en tant que personne en haut de l'échelle, mais c'est toujours montré comme étant un problème. Et comme je disais, c'est pas un film qui est pour moi sur Trump, mais qui est plus sur le modèle américain. Donc c'est une satire globale plus qu'un portrait d'un personnage. Eh bien, merci beaucoup. Moi, j'avais pas grand-chose à rajouter là-dessus. Si ce n'est que oui, sur cette question de la représentation de Trump, c'est toujours étonnant. Et puis ta question était effectivement très pertinente de savoir, voilà, est-ce que ce mode de grotesque, c'est effectivement aller dans la parodie. Moi, juste, j'ai envie de terminer là-dessus sur l'anecdote, c'est à quel point tous les comiques américains qui étaient très très forts dans les années 2000, avec une vraie scène comique absolument géniale qui officiait à la télévision et au cinéma, et qui ont vraiment tous les Will Ferrell et tout ça annoncé quelque part l'avènement de Trump, comment cette génération-là s'est retrouvée complètement au dépourvu quand Trump est arrivé vraiment en situation de pouvoir, parce que c'est quelqu'un sur lequel une vision grotesque, humoristique n'a aucune emprise. Il est déjà sa propre parodie, et c'est aussi ça, moi, qui m'intéresse dans la représentation de Trump. C'est que tu dis mais tu peux pas parodier Trump, c'est pas possible. Et en fait, du coup, c'était incroyable de suivre un petit peu la comédie américaine des années 2000 aux années 2010. Dans les années 2010, il n'y avait plus personne, ils sont tous arrêtés parce que tu pouvais plus rien faire, c'était pas possible. Et voilà. Bon, on passe à un autre sujet qui est radicalement différent. Un autre film, c'est The Outrun, et c'est Capucine qui va nous dire le nom de la réalisatrice. C'est dégueulasse, hein, ce que j'ai fait. Alors du coup, on va s'intéresser à The Outrun de Nora Finchay. Désolée pour la prononciation si c'est pas ça. Du coup, là, on est vraiment sur un tout autre sujet. On est vraiment sur du coup une jeune femme. On s'intéresse à la vie d'une jeune femme qui est dans la trentaine et qui, dans son quotidien de vie, profite, on va dire, de manière assez sulfureuse des nuits londoniennes, mais qui, après un peu trop d'excès, va malheureusement mettre fin, sans le vouloir, à son couple. Et du coup, va essayer de justement sortir de cette période assez compliquée, notamment concernant son alcoolisme, du coup. C'est un film que j'ai beaucoup aimé, parce que, après, je pense qu'il pourrait toucher... Il touche pas forcément tout le monde de la même façon, je dirais, parce qu'on est vraiment sur une mise en scène qui est assez particulière et qui est vraiment au service de l'histoire. Donc c'est un esthétisme vraiment particulier, puisque... on a vraiment l'impression de rentrer dans la tête de l'actrice principale, du coup. C'est quelque chose d'assez saccadé. Le film est vraiment divisé en deux parties. Donc la première partie, on est plus sur justement une présentation entremêlée des premiers temps de sa guérison et de flashbacks en quelque sorte de ses excès et de ses phases assez compliquées, notamment dans son ancienne relation. Puis dans la deuxième partie du film, que j'ai davantage apprécié parce qu'on a du mal peut-être au début à rentrer justement dans cet enchaînement assez rapide de plans et de scènes très courtes, sans forcément de lien d'ailleurs, qui après justement se dévoile d'une autre manière dans cette seconde partie du film, où on retrouve une sorte de film narratif, excusez-moi, parce que justement on voit qu'elle commence à guérir, et justement ça va mettre, en fait, l'ordre qui va se retrouver dans sa tête va retrouver l'ordre du film d'une certaine manière. Et on retrouve du coup des séquences beaucoup plus longues, beaucoup plus apaisées. On n'est plus du tout confronté à de flashbacks. Et même on est vraiment centré sur elle. C'est vraiment c'est sa vie et la nouvelle façon dont elle aimerait vivre d'ailleurs. Où on a un peu plus d'ailleurs de plans tableau, comme je dirais plutôt, où on est vraiment concentré sur les extérieurs, etc. Mais c'est un film qui est vraiment très intéressant parce que dans beaucoup de plans de sa mise en scène, on se retrouve vraiment à l'intérieur, comme si on voyait vraiment à sa place ce qui se passait, notamment avec le jeu des lumières et des flous, énormément. Parce qu'à un moment, on se retrouve dans la nuit totale
Et en fait, on a vraiment, la seule chose qu'on voit, c'est la lumière de sa lampe torche qui éclaire une sorte de prairie de moutons ou d'animaux. Et on voit vraiment la même chose qu'elle, en fait. On est dans le noir complet, mais on voit cette petite éclair de lumière. Et c'est beaucoup de séquences du film qui nous montrent comme ça. La caméra est très mobile en même temps qu'elle. Et c'est très intéressant parce que du coup, moi je l'ai ressenti comme ça en tout cas, de vraiment se retrouver à sa place, de ressentir un peu justement ce qu'elle ressent et cette guérison assez compliquée qu'on ne connaît pas forcément, auquel on ne s'intéresse pas d'ailleurs, et qui est quelque chose qui touche énormément de monde. Mais ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est qu'on ne rentre pas dans le cliché de l'alcoolisme où on se met tout le monde à dos et ce genre de procédé. Là, on est vraiment sur la vie d'une jeune fille qui capte les excès dans lesquels elle se met et qui a perdu quelque chose d'important et qui va essayer de se remettre entièrement en question parce que justement, elle veut vivre une nouvelle vie. Et d'ailleurs, après, en repensant à ce film, j'ai trouvé qu'il y avait une sorte de parallèle interne dans le film où justement, dans cette seconde partie, on s'intéresse à son nouveau métier en quelque sorte, où elle doit trouver un oiseau rare sur des îles où elle justement a été rapatriée pour son processus de guérison chez ses parents. Et tout le long de cette seconde partie, on n'aperçoit à aucun moment l'oiseau, mais on suit sa progression. Elle fait lieu par lieu par lieu, étape par étape, et ça fait un peu un parallèle justement avec cette guérison-là, qui est la sienne de l'alcoolisme, où étape par étape, elle va petit à petit remonter la pente, même si parfois elle redescend. Elle va remonter jusqu'à arriver au moment où justement est-on né sans s'en rendre compte, après tous ces efforts, sur cet oiseau rare, un peu comme un bouquet final au film. Et je trouve ça assez intéressant parce que ça fait un parallèle qu'on ne se rendait pas forcément compte, mais qui est très beau aussi. Et en parlant de beau, je trouve cette scène de fin qui est très particulière. C'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de voir je trouve dans même ce genre de cinéma. Et c'est quelque chose, c'était vraiment c'est une fin, comme on peut appeler ça une fin pour moi. C'est vraiment une explosion, une sorte de résumé, une conclusion de cette histoire où on reprend un peu tout ce qui s'est passé et on fait une sorte de tableau magnifique où elle danse et elle s'entremêle dans son entièreté, dans son propre histoire en fait. Elle danse et c'est très très beau. Voilà, j'ai beaucoup aimé ce film. Donc, toi, le film, tu l'as plutôt apprécié d'un point de vue essentiellement sensible plutôt que d'un point de vue du thème. D'un point de vue, oui, sensible, je pense que c'est quelque chose qui m'a touchée parce que j'ai beaucoup aimé en fait cette histoire de mise en scène qui est au service, cette esthétique au service de la mise en scène de l'histoire. Mais d'un point de vue même sans thématique, j'ai beaucoup apprécié, surtout la façon en fait dont elle s'occupe de ce thème-là, sans rentrer dans des clichés un peu trop énormes qu'on peut retrouver dans d'autres cinémas ou dans d'autres films peut-être un peu plus importants. C'est vraiment quelque chose de personnel. Je dirais pas quelque chose qu'elle a peut-être vécu, mais peut-être quelque chose à laquelle elle était confrontée ou quelque chose dans ce style-là, et je trouve ça très intéressant. C'est vraiment un point de vue personnel qu'elle nous offre, et je trouve ça, c'est ça que j'aime, genre, je veux que quelqu'un nous offre sa vision des choses justement, et pas la vision des choses générales de quelque chose. Oui, ça me paraît très juste. Moi, j'ai beaucoup aimé le film aussi. Et juste pour préciser, mais en même temps, tu l'as dit, je pense que ça a été compris comme ça, mais le fait qu'on est dans la tête de ce personnage, ça ne veut pas dire qu'on accède à son intériorité. Par contre, on accède un petit peu de façon sensible, justement, à ses sens, en fait, à ce qu'elle voit, à ce qu'elle ressent. On va le film va rendre sensible un petit peu la sensation du froid, la sensation du chaud, la vision obstruée, le son des vagues, le son du vent et tout ça. Mais donc rentrer dans la tête de quelqu'un, c'est pas genre ça y est, sa psychologie n'a plus aucun secret pour moi, parce qu'au contraire justement, et c'est pour ça que la distinction que tu faisais Pierre-Emmanuel, c'est assez juste, c'est que cette thématique-là n'est pas traitée de façon intellectuelle, à se dire bon voilà, pour résoudre l'alcoolisme on passe par 10 étapes très très claires, et le scénario va vraiment faire ça. Ce processus de guérison est rendu de manière sensible. Et je pense que c'est quelque chose dont on a tous fait l'expérience sans avoir à être dans un processus de deuil ou de guérison, c'est de se dire à un moment, ressentir une sorte de plénitude sans savoir pouvoir se le formuler intellectuellement, ou de se dire tiens ça va pas trop fort en ce moment, puis là je sais pas quoi, il y a une sorte de rayon de soleil qui fait que, ou autre chose où on va se sentir le truc, et ça rend sensible cette chose-là. Et là je trouve que oui, il y a une vraie réussite et qui travaille vraiment sur
l'invisible, on va dire, quoi. Ou, enfin, l'invisible en tout cas, un sentiment qui est invisible, mais de le rendre sensible par justement du visible, des éléments, des petites choses, et ça me paraît assez, oui, juste comment la façon dont tu en as parlé. Une autre réaction sur The Outrun de Capucine, le nom de la réalisatrice. Nora Finchey. Ouais, je suis sûr que c'est parfait. Et on passe donc à L'amour ouf de là Gilles Lelouch. Moi j'arrive à ma prononciation est parfaite, qui ne passe pas à l'Arvor évidemment, contrairement aux grandes dames de milliards de spectateurs et spectatrices rennais. Et c'est Pierre-Emmanuel qui se lance sur L'amour ouf. Et oui, on se permet de parler de ce film qui, bien qu'il passe pas à l'Arvor, fait un peu parler de lui en ce moment. Bon, c'est plutôt un succès. Donc c'est le nouveau film de Lelouch, et 2h40, donc c'est quand même assez conséquent. J'aurais dit un film haut en couleur, peut-être déjà tout simplement parce que en termes d'image, c'est un film qui est, je pense, c'est une émulation en pellicule. En tout cas, c'est pas, ça n'a pas été filmé en pellicule, mais on a vraiment une image très contrastée, c'est ça, en couleur, saturée, et qui colle pour le coup assez bien à l'histoire qui passe par des hauts, des bas, un peu peut-être, on pourrait dire une histoire cliché d'amour qui dure jusqu'à... on se dit que c'est pas possible à attendre un peu le prince charmant après des années et des années. Le film repose sur une narration en deux parties. On a d'abord une partie de l'enfance avec des ados, et après la seconde partie avec les adultes. Donc c'est là où on retrouve François Civil et Adèle Hercopoulos. Bon, voilà, je vais galérer, mais on a compris qui c'est. Et peut-être on pourrait faire un parallèle dans le Joker 2, là où c'était pas très bien amené les scènes de rêve avec une mise en scène un peu plus fantaisiste sur le rêve. Là, on retrouve ça à quelques moments. Bon, c'est pas du tout autant appuyé que dans une comédie musicale, mais on a une séquence de milieu de film avec un peu un absolu de... voilà, ils se sont trouvés une séquence de danse et un éclairage théâtre en extérieur. Et c'est notamment la fin du film, il me semble. En tout cas, c'est une séquence qu'on retrouve à la fin, qui fait un peu le parallèle entre les deux jeunes et les deux adultes. Un des points qui m'a posé question, en tout cas, c'est le passage quand on a un couple comme ça d'acteurs qui rejouent les mêmes personnages. Je sais que ça, des fois ça marche, des fois ça marche pas. Là, on en vient presque à oublier qu'on a les têtes d'affiche qui vont arriver dans la deuxième partie du film, parce que la première partie est vraiment, moi je trouve très 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 bien, avec deux acteurs qui portent vraiment les personnages. Je sais que parfois la longueur était un peu critiquée. Je sais que Capucine, toi tu as aussi vu le film, qu'est-ce que tu en as pensé Moi je suis vraiment d'accord avec toi sur le fait que déjà cette première partie elle est vraiment portée par les deux jeunes acteurs qui sont vraiment du coup des acteurs novices, et j'ai vraiment été vraiment emportée dans la première partie. Vraiment c'est très intéressant, et c'est vrai que la longueur peut-être peut faire peur, mais j'ai vraiment pas vu le film passer. Après, cette deuxième partie par contre pour moi me pose un peu plus problème, parce que justement déjà, on est sur un casting qui est on a d'assez grosses têtes connues dans ce casting, ce qui ne me déçoit pas en soi des prestations, mais qui pour moi aurait pu être porté par un casting peut-être un peu plus méconnu, qui aurait peut-être été plus intéressant et qui aurait pu peut-être le faire se démarquer un petit peu plus. Mais dans cette deuxième partie, du coup, je trouve qu'on se retrouve vraiment dans un film... on perd un peu de sa particularité. Et je parle un peu de cette passion qu'on a entre les deux jeunes et auquel vraiment on s'attend en regardant ce film. On veut vraiment retrouver du coup l'amour ouf, l'amour fou, l'amour passionnel, vraiment inconditionnel, qui en soi la trame nous montre ce genre d'histoire, mais que je retrouve pas du tout dans cette deuxième partie du film, qui m'a vraiment déçue, parce que je m'attendais à quelque chose, parce que les images sont très jolies, la mise en scène est très belle,
Franchement, j'aime beaucoup. Mais il manque cette passion justement à laquelle on s'attend, pour laquelle on vient voir le film. Moi, je dirais que c'est pas un point qui m'a déçu. La deuxième partie, elle est beaucoup plus. Le personnage est presque en dépression. En tout cas, c'est la vie adulte. Il pleut, c'est nul quoi. On n'est plus dans la jeunesse. Et je trouve que ça marche d'autant mieux que dans la première partie, on a eu un peu cette idylle romantique des adolescents qui se découvrent. En fait, on fait face, je sais pas si c'est la vie adulte, mais en tout cas à un autre monde. Parce que le personnage de François Civil, il ressort de, je crois, c'est 12 ans de prison. Donc oui, forcément, c'est censé laisser des traces. Presque, je trouve que ça a justement ajouté un contraste. Après, peut-être que ça fait vraiment deux films. On a vraiment deux histoires qui manquent de lien. Quelques liens entre les deux parties, mais ça reste assez anecdotique. Mais moi, je l'ai pas trouvé comme un défaut. C'est plus que c'est peut-être particulier comme structure. Mais je trouve que les deux parties, ça agençait plutôt bien. Enfin, ça donnait du support à la deuxième pour le coup. Justement, je suis pas trop en accord justement avec toi sur ça. Parce que justement, cette ellipse de presque 10-12 ans, pendant lequel le personnage est en prison, je m'attendais à ce que justement ce serait peut-être un peu plus exploité dans cette deuxième partie. Et même si du coup, un peu la dépression de l'âge adulte, justement on est sur cette dépression on est adulte, on vit une vie différente, c'est assez lacinant je trouve. Et pour moi ça aurait été plus intéressant peut-être même s'il y a quelques fois où on voit justement François Civil, le personnage qui joue l'homme qui a terminé en prison, je m'attendais à ce qu'il y ait un peu plus justement sur son personnage de profondeur, ou un peu plus justement qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'il a vécu, et on reste un peu sur notre fin je trouve de ce point de vue là. Pourtant je te rejoins sur la deuxième partie, on a pas mal de scènes qui sont quand même très, très sympas, comme j'aime beaucoup la scène des retrouvailles qui reste très simple, de François Civil du coup avec sa famille, sa mère particulièrement et son frère, porté par Raphaël Quenard d'ailleurs, qui pour moi est un des rôles, un des personnages qui est le plus intéressant et qui pour moi aurait peut-être été à développer d'autant plus. Et son autre ami, porté par un acteur qui s'appelle Jean Pascal, mais je ne saurais plus son nom de famille, qui est très intéressant et qui pour moi rajoute aussi une petite touche d'humour qui est très très bien amenée, et qui est franchement qui nous réveille un petit peu dans ce film, un petit peu des fois un peu morose, d'un amour impossible, qui est très appréciable, que j'apprécie beaucoup. Et cette scène d'amour entre les deux personnages où ils finissent par se retrouver à l'hôpital et qui lui sort une liste de mots d'amour inconditionnels, à peu près 450 mots ou quelque chose comme ça, que je trouve très beau, qu'on n'est vraiment pas confronté à un amour après qui est direct avec de grands dialogues où on dit je t'aime plus que tout. C'est ça que je trouve plutôt appréciable aussi, parce qu'on est un amour assez brut et direct d'une personne qui a peut-être du mal à s'exprimer, mais qui l'exprime comme il le peut, comme il le sent. Moi j'avais juste une question. Du coup j'ai entendu que la version qui passe dans les cinémas n'est pas la même que celle qui est passée à Cannes, qui avait une partie qui était totalement coupée. Enfin la fin en tout cas, était totalement coupée. Il y aurait eu une partie beaucoup plus musicale à la fin. Du coup je voulais savoir ce que vous pensiez de la fin que vous avez vue en cinéma. Alors si je dis pas de bêtises, la fin c'est dans le magasin, il me semble. Enfin j'avoue que c'est pas très clair. Si c'est celle-là. Là du coup moi la partie que j'ai vue c'était pas une partie musicale. Peut-être c'est un peu la happy ending. Ils sont ensemble dans leur quotidien et ils utilisent la carte prison pour dire attention, papa a cherché des noises à mon copain, ce qu'il a fait de la prison. La scène est marrante, comique, mais pour le coup je trouve ça dommage comme happy ending. J'aurais mieux vu le film finir sur quelque chose de plus. Tout le film c'est quand même assez il y a une tension entre des personnages qui vont pas bien, qui arrivent à aller mieux en se retrouvant, mais en même temps ils se détruisent chacun l'un l'autre, et de finir sur tout va bien. Moi j'étais pas emballé, mais c'est marrant. Ouais, en vrai je suis assez d'accord avec toi sur cette fin. On est vraiment parti sur un film classique, comme s'il avait lâché un peu directement
le film, en fait, le film entier, on part vraiment sur quelque chose d'assez classique, en mode, ils ont trouvé un travail, il se retient parce qu'il lui a fait une promesse, ils vont manger au resto, ok, d'accord. Mais il y a une scène juste avant, un peu plus avant, qui touche un peu plus, où ils se retrouvent et ils sont avec une colorimétrie qui est absolument magnifique, où ils se retrouvent et ils dansent en quelque sorte. Je crois qu'ils étaient un peu dansés d'ailleurs. Je pense que c'était peut-être cette scène-là où elle était peut-être un peu coupée. Et ben, c'est une scène qui, pour moi, aurait pu finir le film parce que justement, on est vraiment sur leur retrouvaille. C'est le point final du film, mais on ne cherche pas à avoir. C'est ce qu'on cherche tout le film, mais on ne veut pas avoir la suite. On veut laisser un peu d'imagination, justement, un peu de suspense sur cet amour qui était vraiment avec des hauts et des bas constants. Ou même cette scène où ils se retrouvent finalement dans la cabine téléphonique et elle se fait en quelque sorte battre par son ancien compagnon. Et c'est lui qui arrive à l'endroit où c'est un peu un endroit très symbolique du film. Et juste, ils se voient. Et là, on ressent vraiment quelque chose entre eux. Et pour moi, ce genre de scène aurait pu conclure le film d'une manière tellement plus poétique et suivre sa ligne narrative. Eh ben, on va s'arrêter là, juste par rapport à cette question que tu posais, Charlie. C'est vrai que ça arrive très souvent que les films, en fait, la version que tu vois à Cannes, elle est remodifiée. Ils se minent tellement, ils sont tous à la bourre, ils rendent leur film à Thierry Frémaux, et puis en fait, après, ils en enlèvent 10, 15 minutes. Mais là, ce film-là, effectivement, eu tellement une sorte d'accueil un peu spécial, vraiment mi-figue, mi-raisin, on va dire, avec des très grands enthousiasmes, et puis aussi des trucs assez attaquants sur le film, que oui, il a dû revoir ça. C'est déjà une longueur très très étonnante par rapport à un film français de ce genre-là, c'est pas Monte Cristo, quoi. Donc merci en tout cas à toutes et à tous pour vos interventions sur ces 5 films, dans 4 films. On se retrouve pour une autre discussion dans quelques semaines, je crois, voilà, pour une autre fournée de films. Merci beaucoup.